avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, nous abordons un sujet passionnant et essentiel, la diversification alimentaire de l'enfant. Un thème qui suscite de nombreuses questions chez les parents et pour lequel nous avons la chance d'être accompagnés par deux expertes. Je suis ravi d'accueillir Marie Ruffier, ergothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des jeunes enfants, ainsi que Pauline Fernandez, diététicienne nutritionniste, qui nous apportera son expertise sur les aspects nutritionnels de la diversification alimentaire. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Kiri, l'iconique portion de fromage carré qui permet d'accompagner au mieux les parents dans cette étape clé. Ensemble, nous allons explorer les bonnes pratiques et astuces pour introduire de nouveaux aliments dans l'alimentation de votre enfant, discuter des méthodes traditionnelles et modernes comme la diversification menée par l'enfant, DME, et aborder les sujets des quantités, des textures et du développement de l'enfant. Nous savons que la diversification alimentaire est un voyage unique pour chaque famille. Ainsi, notre objectif aujourd'hui est de vous fournir des informations fiables et pratiques, tout en veillant à ce que vous vous sentiez compétent et compétente et aligné dans vos choix. Que vous soyez au début de ce parcours ou que vous cherchiez à mieux comprendre certaines de vos décisions passées, cet épisode est fait pour vous. Préparez-vous à enrichir vos connaissances et à éclairer les petites et grandes questions que vous vous posez sur l'alimentation de vos enfants. Nous sommes ici pour explorer, apprendre et partager dans le respect et la bienveillance avec Marie, Pauline et le soutien de Kiri. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible et à le partager autour de vous. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone. Le lien est en description. On y va tout de suite avec ma première question. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la diversification alimentaire et pourquoi elle est importante pour le développement de l'enfant ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Donc la diversification alimentaire, c'est le moment où on fait évoluer l'alimentation de l'enfant parce qu'à partir de 6 mois, le lait ne permet pas de couvrir tous ses besoins nutritionnels et ça va lui permettre de découvrir des saveurs, des textures variées et de participer au développement de sa motricité. La diversification alimentaire, ça va avoir à la fois un rôle sur l'exposition à divers nutriments, mais aussi sur l'exposition aux allergènes, l'enrichissement du microbiote. Ça va permettre le développement de la mastication. Ça va permettre aussi le développement d'un panel alimentaire diversifié et ça va favoriser l'acceptation de l'enfant des différentes textures ou de nouvelles saveurs. Nutriments, si moi ce que je comprends, c'est que à un moment il faut intégrer la diversification, pas seulement que c'est pas qu'une histoire de goût, c'est qu'il y a aussi vraiment un vrai sujet d'apporter de nouveaux nutriments. C'est ça. Qu'on ne trouve pas spécialement que dans le lait, quoi. Tout à fait. Et on va aussi apporter des nouvelles compétences au bébé, c'est-à-dire que on ne sait pas manger des morceaux si on ne s'est jamais entraîné à manger des morceaux. Et donc, c'est un entraînement qui est indispensable à l'enfant pour qu'il puisse ensuite avoir une alimentation qu'on appelle de table, comme nous, et passer de la succion à la mastication mature. Mais pour faire un bon entraînement, généralement, il faut des coachs, il faut des gens compétents pour nous accompagner. Est-ce que les parents, nous, est-ce qu'on est forcément compétents ou compétentes pour accompagner nos enfants là-dessus ? Les parents sont les experts de leur bébé, c'est-à-dire qu'en observant le bébé, ils vont savoir quoi donner, comment donner et sous quelle forme proposer, parce que souvent, le bébé communique hyper bien ce qu'il a envie et il suffit juste de l'observer et de se faire confiance. Il y a plein de questions qui tournent autour de la diversification, notamment celle de l'âge. À quel âge est-ce que vous recommandez de commencer la diversification alimentaire ? Est-ce qu'il y a des signes ? Vous parliez de compétences, d'observation. Est-ce qu'il y a des signes spécifiques que les parents devraient observer pour savoir si leur enfant est prêt ou prête ? Alors moi, au niveau du développement moteur, un bébé est prêt pour la diversification quand il ouvre la bouche à l'approche de la cuillère. Et ensuite, pour les morceaux, c'est quand il est capable d'amener ce morceau à la bouche tout seul. Le bébé, entre 6 et 12 mois, a un main-bouche automatique, c'est-à-dire quoi qu'on va mettre dans sa main, il va l'amener à sa bouche et l'explorer avec sa bouche, que ce soit alimentaire ou non alimentaire. Donc c'est vraiment la lune de miel où on va pouvoir proposer tous les aliments. Peut-être qu'on verra qu'en fonction des étapes de l'enfant, on lui proposera des textures adaptées à ses compétences. C'est vrai que quand je vous écoute, ça me rappelle le fait des fois on s'inquiète sur le fait qu'il peut manger un morceau de pomme ou de banane trop gros ou quoi. On reviendra sur la sécurité après, mais en attendant, personnellement, mes enfants, ils ont toujours, par exemple, mis à la bouche la balle du chien, quoi. Et on s'inquiète pas de ça. Donc, je pense qu'on peut se détendre. Pauline, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet ?
Moi, l'âge de la diversification, je le recommande à partir de 4 mois révolus. Là, ça va plus être une question finalement de capacité digestive, d'immunité aussi. Toute alimentation que l'on ingère va permettre de diversifier la flore digestive. Donc, ça va vraiment permettre d'apporter différents nutriments qui permettront à certaines bactéries de se développer au détriment d'autres et de diversifier davantage le microbiote. Et on attendra maximum jusqu'à 6 mois. Pas au-delà des 6 mois, parce que comme on l'a vu, le lait seul ne pourra plus de toute manière couvrir les besoins à 6 mois. Donc cette fenêtre entre 4 mois révolus et 6 mois est la fenêtre idéale pour commencer la diversification. Après, tout dépend aussi de l'état de l'enfant. Moi, ça m'est déjà arrivé d'accompagner des enfants qui avaient eu une grosse angine au moment où on voulait commencer la diversification. On a attendu que bébé soit de nouveau en pleine forme pour pouvoir commencer cette étape. Alors, je précise pour notre auditoire que, en effet, vous parlez de fenêtre idéale et merci d'avoir précisé déjà par vous-même que parfois la fenêtre idéale, on n'est pas dedans et qu'en effet, si c'est 6 mois et 2 semaines, c'est pas grave. Non. Parce que je sais que la pression qu'on peut se mettre en tant que parent, des fois, c'est de se dire « Oh mon Dieu, mon bébé a 6 mois, il n'a pas commencé et ça va pas. » Non, on peut se détendre un petit peu, tout va bien là-dessus. Donc, concrètement, si je devais résumer ce que vous avez dit, moi en tant que parent, ce que je comprends, c'est que à partir de 4 mois, c'est une question que je vais commencer à me poser, en tout cas en observant bébé, et en se disant qu'à 6 mois, ça serait bien quand même qu'on mette des choses en place. Si bébé a des compétences particulières, est-ce qu'il y a des compétences motrices qu'il doit avoir particulièrement pour commencer la diversification ? Au niveau moteur, on va attendre que bébé tienne sa tête et on va attendre qu'il ait cette compétence de, quand on lui donne un hocher, de pouvoir l'amener à sa bouche, ce qui fait qu'il pourra amener la cuillère lui-même à sa bouche et ouvrir sa bouche à la vue de la cuillère. Pauline, à quel moment est-ce qu'on doit introduire les allergènes ? Est-ce que c'est tout de suite ? Ou est-ce qu'il faut attendre spécifiquement un âge particulier par allergène peut-être ? Je ne sais pas. Alors, les recommandations ont beaucoup évolué à ce sujet. Maintenant, on recommande d'introduire le plus rapidement possible les allergènes. Si c'est dans une famille où il y a beaucoup d'allergies, ça peut être fait avec un accompagnement médical. On va adapter bien sûr la texture des allergènes. Par exemple, les amandes, on va pas les intégrer telles quelles. On va plutôt les broyer pour faire des purées d'amandes, des choses plus ou moins fluides en fait pour l'adapter aux différents stades. Mais effectivement, l'idéal, c'est d'introduire au plus tôt les allergènes majeurs, comme l'œuf, les aliments qui contiennent du gluten, tout ce qui va être amande, le céleri, on peut l'introduire également. Ah, c'est un allergène, le céleri ? Ouais. Ok, alors moi j'avais découvert que le kiwi c'en était un quand j'ai pour ma grande. Alors le céleri jamais. Ouais. Après j'ai pas fait manger de céleri à ma fille tout de suite. Non. c'est pas forcément le truc auquel je pense. Avec comme le salsifis, voilà. Oui. C'est pas un truc. Et pourtant, les tout de suite. bâtonnets de céleri, on peut les donner et c'est des super hochets pour bébé. Mais oui, mais tellement. Mais justement, moi ma grande, on va y venir dans la question suivante. Mais moi ma grande, elle a commencé par un bouquet de brocolis là. J'ai cette vidéo, elle est en train de l'écraser. Elle a même pas de dents. Elle est en train de l'écraser dans sa bouche. Elle le tient. Elle est vraiment dans une découverte, c'est un moment génial. Donc ça peut être vraiment un moment de jeu en plus. On y viendra sûrement après. Est-ce qu'il y a des méthodes différentes pour approcher la diversification alimentaire ? Alors si oui, lesquelles ? Est-ce qu'il y a des avantages nutritionnels à privilégier l'une par rapport à l'autre ? Est-ce qu'il y a des avantages sur le développement de l'enfant entre l'une et l'autre ? Peut-être sur le plan nutritionnel déjà, Pauline ? Donc, dans la diversification traditionnelle, disons que ça va être plus normé. On va introduire les aliments de manière progressive. On commencera généralement par introduire des purées de fruits ou des purées de légumes, dans lesquelles on va rajouter de la pomme de terre. Au fur et à mesure, en fait, on va faire évoluer la texture pour ajouter un petit peu de morceaux. Dans la diversification classique, on a vraiment des grammages recommandés, notamment pour tout ce qui est viande, poisson, œufs. Des indications aussi sur la variété des matières grasses, par exemple, de privilégier une association de plusieurs matières grasses, notamment d'huiles qui contiennent des oméga 3, comme l'huile de colza, l'huile de noix ou de lin par exemple. Tandis que dans la diversification menée par l'enfant, on va, pour moi en tout cas, plus s'assurer des capacités de l'enfant et d'adapter le type d'aliment proposé au niveau de la taille par exemple des morceaux. Mais par contre, c'est l'enfant qui va vraiment partir à la découverte des aliments qu'on lui propose. Pour moi, on n'a pas vraiment un équilibre spécifique à écouter. On va plutôt en fait fonctionner en fonction de l'aspect intuitif de l'enfant. Sur le plan nutritionnel, c'est quoi la différence entre les deux ? Alors, sur le plan nutritionnel, pour moi, les deux peuvent se rejoindre parce que ce sont les parents finalement qui proposent les aliments aux enfants. Il ne tient qu'à eux de leur proposer des aliments variés. Donc pour moi, tant qu'on propose des aliments variés au niveau des groupes d'aliments, qu'on va avoir à la fois des fruits, des légumes, des féculents, de la viande, du poisson ou des œufs, de toute manière, on permettra à l'enfant de couvrir ses besoins. Donc finalement, c'est plus le parent qui va proposer et l'enfant, lui, qui va s'orienter en fonction de son envie du moment et en fonction de ce qu'il a envie de découvrir.
Oui, c'est vrai que ce que vous dites, ça me rappelle, moi, dans mon expérience de parent, ce qu'on a pu vivre, c'est que des fois, on a prévu, par exemple, des morceaux, quelque chose, mais en fait, notre enfant, il ou elle est juste fatigué, c'est pas le moment. Est-ce qu'on peut se dire à ce moment-là, on va passer sur quelque chose de plus liquide? Tout à fait. Moi, je conseille vraiment de s'adapter au moment. Donc même si on a prévu un repas, c'est vrai que souvent, je vois des parents qui disent: «Ah mais j'avais passé des heures à cuisiner le repas et finalement il en a pas voulu». C'est pas grave. Autant lui proposer s'il est fatigué, effectivement, peut-être que juste du lait, ou juste une purée de légumes, ce sera suffisant pour aujourd'hui et que demain on pourra lui reproposer même le même repas et que demain il appréciera davantage. Mais on a aussi le droit d'avoir les boules, d'avoir cuisiné Oui, on a le droit. d'être déçu. Non, Mais c'est important. disons que l'idée, c'est de pas culpabiliser, de se Bien dire: sûr. «Oh là là, Bien il a sûr. pas mangé ce que j'avais cuisiné aujourd'hui». C'est pas grave. On pourra représenter l'aliment dans d'autres conditions ou à un moment peut-être plus propice. Moi, ce que j'entends dans votre discours, c'est que finalement, il y a un côté très rassurant dans le traditionnel avec ses grammages par repas, etc. Mais finalement, au niveau nutritionnel, il n'y a pas d'enjeu spécifique à ce que à chaque repas, il y ait tel grammage par rapport à tel nutriment, quoi. Les seuls éventuellement nutriments où ça peut être intéressant d'y porter de l'attention, c'est l'apport de viande ou poisson pour les protéines, parce que les capacités rénales des bébés ne sont pas totalement matures. Donc il faut simplement s'assurer de ne pas dépasser les quantités recommandées. Et éventuellement, plus après, sur le côté diversité pour les matières grasses, c'est vrai que les oméga 3 ont vraiment un intérêt pour le développement cérébral de l'enfant. Donc c'est quand même important d'y porter une attention. Après, s'il passe une journée sans manger d'oméga 3 ou qu'il n'a pas mangé de viande ou poisson sur une journée, ça ne met pas en péril son équilibre alimentaire. Maintenant, si c'est des événements qui se répètent, oui, ça peut être intéressant d'y porter une attention et d'aller essayer de comprendre pourquoi. Marie, par rapport au développement de l'enfant, entre la traditionnelle, on va dire, et la DME, la diversification menée par l'enfant, est-ce qu'il y a l'une qui apporte quelque chose par rapport à l'autre? À l'heure actuelle, les études ne mettent pas en avant une diversification plutôt qu'une autre. Donc, on n'a pas de meilleure méthode pour donner aux parents, savoir comment on va donner les aliments. Encore une fois, je vais revenir au développement de l'enfant. Et pour le coup, je trouve que les nouvelles recommandations en termes d'alimentation et de diversification sont beaucoup plus en adéquation avec le développement de l'enfant. Qu'on fasse ou qu'on veuille faire une DME ou une diversification, déjà, il faut se rappeler que c'est pas nous qui décidons. C'est le bébé qui va décider. C'est-à-dire que tu voulais faire la DME et puis tu te rends compte que ton enfant, il veut pas faire la DME. Il veut commencer par les purées. C'est pas toi qui choisis. Il va falloir commencer par les purées et ensuite donner des morceaux. Et à contrario, tu as des bébés qui sont très attirés tout de suite par les morceaux et qui vont vouloir les mettre à la bouche, alors que tu es flippé des morceaux et que tu ne voulais pas donner des morceaux. Donc, je pense que c'est important de se dire que c'est encore une fois notre bébé qui va décider son chemin pour la diversification. Et que quel que soit le chemin, ce qui est important, c'est de pouvoir introduire les aliments en morceaux entre 9 et 12 mois, parce que aussi c'est la fenêtre de tir qui va permettre à l'enfant de développer son répertoire sensoriel alimentaire. Après 12 mois, l'enfant est plus dans une phase motrice, et donc il va moins rester statique sur la chaise à explorer ses morceaux. Pour moi, il n'y a pas de meilleure méthode, et il faut garder en tête qu'on n'est pas décisionnaire de ce qui va se passer à table, que c'est notre bébé qui décide, et que nous, on va lui apporter les aliments dont il a envie, au moment où il a envie, parce que vous disiez quelque chose de très juste, c'est-à-dire, il y a des fois, quand le bébé est fatigué le soir, c'est peut-être pas une bonne idée de lui proposer des morceaux s'il nous montre qu'il veut de la purée, et peut-être qu'il veut même qu'on lui donne de la purée. Il veut pas le faire tout seul parce qu'il est fatigué. Donc, ne pas être rigide sur une méthode, mais encore une fois, regarder son enfant et se dire « Ok, je le suis, lui, il sait ce qu'il veut, et moi, je vais lui présenter ce dont il a envie à l'instant T. » Alors, il y a un point important que je retiens quand même dans vos deux réponses, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un vrai sujet relationnel quand même entre le parent et l'enfant autour de cet enjeu incroyable qu'est la diversification dans la parentalité. C'est que j'aime beaucoup ce que vous avez dit, c'est-à-dire quelque part, il faut faire confiance à l'enfant. Il faut abandonner un peu cette posture de c'est moi le parent, c'est moi qui décide, et on vient amener cette confiance à l'enfant qui peut peut-être même faciliter la relation. Est-ce que vous, dans vos accompagnements, si on élargit un tout petit peu le sujet sur la parentalité, est-ce que vous avez observé que quand on se détend un peu là-dessus, il y avait de vrais changements relationnels, peut-être même des parents qui se font plus confiance, qui lâchent un peu prise grâce à ça? Complètement. Et je voudrais rappeler que le stress déclenche une hormone. Une hormone qui, quand elle est dans notre corps, on a envie de courir plus vite parce qu'il y a le lion derrière. Donc, si on déclenche cette hormone au moment du repas, c'est-à-dire que si l'enfant est stressé, si nous, on est stressé,
eh bien l'enfant, ça va couper sa faim et il a qu'une envie, c'est de partir, de fuir ce moment. Ce fameux cortisol. Oui, exactement, le cortisol. Parce que quand on est pleine de cortisol, en fait, on n'a pas faim, on n'a pas en train de, en tant qu'homme préhistorique, vouloir cueillir les petites mûres sur notre chemin. On sait juste qu'il y a quelque chose qui peut nous mettre en danger et il faut qu'on aille se planquer. La base, c'est donc de ne pas avoir de stress à ce moment-là et de diminuer cette pression en se disant c'est des jolis moments émotionnels qu'on est en train de décrire et que notre insula, eh bien, le goût et l'odorat sont reliés à l'insula et l'insula, c'est le centre des émotions. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tout ce que je vais faire avec mon enfant, eh bien, je vais lui donner des émotions sur l'alimentation et on sait tous que notre alimentation est émotionnelle. Tout à fait. Moi, je conseille souvent aux parents de mettre du jeu dans le repas. Justement, quand... C'est vrai que pour certains parents, le temps repas peut être un moment de stress parce que c'est la fin de la journée, ils ont l'impression d'avoir plein de choses à faire. Il y a peut-être aussi des frères et sœurs à table et donc il faut gérer tout ça. Et souvent, je remarque que quand on met du jeu dans le repas, tout de suite, les enfants sont plus apaisés, les parents sont plus apaisés. Et comme le dit Marie, ça permet vraiment de recréer ce lien en fait autour du repas et de faciliter finalement la prise alimentaire des plus petits. Alors, c'est vrai que c'est important que les moments des repas soient des moments plutôt agréables, en tout cas. Je vais pas dire joyeux pour tout le monde forcément, mais pas agréables. Je tiens juste à dire aussi pour les parents qui nous écoutent que même quand on fait notre maximum, ça peut être la catastrophe, ça peut être les pleurs, ça peut être les hurlements, parce que nous aussi on peut être fatigué, parce qu'il peut se passer plein de choses. Et c'est pas grave, il y aura plein d'autres repas dans la vie de bébé, dans la vie des parents. Il faudrait pas non plus qu'on se mette la pression à se dire que, mon Dieu, chaque repas doit être un moment de joie incroyable et de découverte et de jeu. Ce n'est pas possible. Non. Non. Et moi, le premier, et je pense que mes invités aussi les premières, c'est pas le cas pour nous, donc pas de pression là-dessus. C'est vraiment important. Et justement, la pression qu'on a souvent, c'est sur les quantités, on en a un petit peu parlé, mais du coup, dans quelle mesure est-ce que c'est important de suivre les quantités dont on peut nous parler par rapport à la diversification ? Est-ce qu'on a de la flexibilité ? Si oui, à quel niveau et comment ? Moi, je pense que les enfants sont beaucoup plus connectés que les adultes à leurs sensations de faim et à leurs mécanismes de régulation, comme la satiété, le rassasiement. Si on reste à l'écoute de leurs sensations, justement, on va leur permettre d'y rester connectés. Souvent, justement, quand on grandit, ce sont les injonctions qui viennent de l'extérieur qui progressivement vont nous couper de ces sensations et qui vont faire que parfois certains adultes ne sont plus du tout à l'écoute de leur faim et même de leurs envies. Donc moi, ce que je conseille aux parents, c'est vraiment de respecter l'appétit bébé. Certains jours, il mangera peut-être 2 fois plus que la veille. Le lendemain, il mangera 3 cuillères. Et ça peut être lié à tellement de problématiques qu'ils peuvent avoir, que ce soit les dents ou autre. Donc pour moi, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Si les quantités sont variables d'un jour à l'autre, on va essayer plutôt de prendre du recul et de regarder comment évolue la dynamique à partir du moment où il n'y a pas de cassure dans la courbe de croissance, il n'y a pas de cassure dans la courbe de poids, il n'y a aucun souci à se faire. Et après, il faut aussi peut-être observer le contexte autour de l'enfant. Est-ce que peut-être c'est une période de changement aussi au sein de la famille ? Il faut plus, à mon sens, essayer d'identifier peut-être les facteurs qui pourraient expliquer ces variations, plus que de s'inquiéter de la variation en elle-même, tant que la croissance de bébé reste harmonieuse. Alors c'est vrai qu'il y a ces moments dans une même semaine où on peut se sentir un parent incroyable parce que notre bébé a dévoré ce qu'on avait en plus préparé. Et le lendemain, il va prendre 3 cuillères, on va se sentir comme une bouse. L'ambivalence et les grands vides de la parentalité. Moi, ce que j'aime bien, vous savez, c'est aussi qu'il y a des choses qui sont vachement bien portionnées. C'est le cas d'ailleurs des portions Kiri qu'on retrouve, où là, en fait, on a le grammage qui est tout prêt. On sait ce que l'enfant va manger. Ça nous rassure un petit peu. C'est un côté très pratique. Oui. Donc moi, c'est un truc que j'aimerais vraiment utiliser avec mes enfants. Quels sont les impacts concrètement d'une alimentation trop molle sur le développement de la mâchoire et des compétences orales de l'enfant, Marie ? Pour avoir une croissance optimale de la mâchoire et des dents, il est important d'avoir des morceaux durs. Et pour arriver au stade de la vache, il faut que l'enfant... Attendez, excusez. De la vache ? Ouais, Moi, j'ai un bébé. J'ai pas de veau, en fait. Je comprends pas. C'est quoi le sujet ? Alors, il faut peut-être que je revienne sur les stades. Je veux bien, s'il vous plaît. Alors, il y a 4 grands stades entre 4 mois révolus et 12 mois. Le serpent, le lézard, le croco et la vache. Le serpent, c'est quand l'enfant, à partir de 4 mois, va pousser avec sa langue pour déglutir. On voit tous l'enfant qui recrache la purée qu'on met dans la bouche et qui va en avoir plus sur le bavoir que dans la bouche. Ça, c'est le serpent. Ensuite, on a le stade lézard qu'on voit apparaître à peu près à l'âge de 6 mois. C'est-à-dire que l'enfant va garder la langue dans la bouche et pour déglutir, il va venir écraser les aliments à son palais.
Donc, on va être sur des textures plutôt très molles. Je vous donne une petite astuce. La force de la langue au palais, c'est la même force que le pouce sur un aliment mou qui s'écrase. Donc, si on peut l'écraser avec son pouce, la langue a la même force pour l'écraser au palais. Ensuite vient le stade du croco. Le stade du croco, c'est à peu près vers 9 mois. Grande évolution pour bébé, car à ce stade, souvent, il tient assis et surtout, il va attraper les petits morceaux avec la pince, c'est-à-dire qu'une pince entre le pouce, l'index et le majeur. Et ça, c'est le grand moment où la langue va commencer à faire des mouvements de gauche à droite. Et donc, il va mettre les aliments sur le côté et va ouvrir sa bouche pour écraser comme un croco qui mange. Et enfin, on a le stade de lavage qui est une mastication mature. À partir de 12 mois, l'enfant va... Alors, c'est pas ruminer, mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est-à-dire que les aliments vont passer de gauche à droite et la langue va avoir des mouvements bien complexes pour aller chercher toutes les textures dans la bouche et déglutir ensuite pour avoir un bolus alimentaire bien homogène. Et à ce moment-là, l'enfant peut attaquer toutes les textures et notamment des textures de plus en plus complexes et des morceaux de plus en plus gros. Ok, donc 4 stades, notre enfant devient un animal. Bon, ça, on avait un peu compris que c'était... On avait déjà observé que le développement, il y avait des choses qui nous dépassaient. Ok, est-ce qu'on doit vraiment observer ces mouvements de langue ou voilà, où ça se fait naturellement, ou c'est quelque chose qui va nous sauter aux yeux un peu comme ça tout seul? C'est vraiment une montée en compétence de l'enfant, en tout cas. C'est une montée en compétence de l'enfant et je pense que les gens qui écoutent, quand ils vont regarder leur bébé, ils vont les voir, ces compétences. Ils vont voir cette petite langue qui sort, ils vont voir qu'elle sort plus au bout d'un moment, ils vont voir ensuite la petite langue qui fait des mouvements de gauche à droite, alors qu'avant elle restait complètement posée en bas et plutôt médiane. Et ça donne des checkpoints, en fait, pour donner des aliments de différentes tailles, de différentes textures. Et du coup, ça semble un guideline hyper intéressant pour que les parents se fassent confiance et puissent adapter texture et aliments à leur enfant. Alors, on parlait d'entraînement justement au début de cet épisode. Là, ce que je comprends, c'est que du coup, on va devoir un petit peu challenger quand même nos enfants pour les aider à monter en compétence, c'est ça? Donc l'idée, c'est effectivement de leur donner du challenge à partir de 9 mois, car avant, on va plutôt compenser la taille des morceaux et la texture des morceaux. Et à partir de 9 mois, on va refaire des petits morceaux, mais on va varier les textures. Et plus ils vont avancer dans leurs compétences, plus on va augmenter les textures. Parce que c'est un peu comme la musculation ou la course à pied, c'est-à-dire que pour progresser, il faut se mettre des challenges un peu plus importants afin que le muscle, parce qu'on est sur des muscles, sur les muscles de la langue et les muscles du masséter, ce gros muscle qu'on a dans les joues, il faut qu'il se développe et qu'il prenne de plus en plus de force. Ok, alors moi ce que je vois là d'hyper pratique, il y a vraiment un truc auquel je pense, c'est justement avec notre petite carré de Kéry là, on peut faire plusieurs choses du coup. On peut soit attendre, le laisser un peu se réchauffer pour que la texture soit assez tendre. Vous parliez d'écraser, c'est ça avec le pouce. On peut aussi avoir à froid. Est-ce que c'est ok si on peut faire des petites formes, peut-être le découper pour faire des petites formes un peu sympas? Est-ce qu'on peut intégrer ce genre de choses comme ça dans des purées? Notre petit carré de Kéry qu'on va faire fondre, est-ce qu'on le laisse entier aussi dedans? Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre avec un aliment, essayer de faire de le décliner en différentes textures? Le Kéry, je trouve qu'il est parfait pour justement accompagner les stades. C'est-à-dire que au stade serpent, quand le bébé pousse avec sa langue, on va plutôt avoir une texture bien mixée. Donc, on va mettre notre Kéry dans une soupe pour qu'il se dissout et qu'il soit bien homogène avec la soupe. Au stade lézard, l'enfant va écraser au palais. Donc, on peut donner un peu plus de texture dans la purée ou le mettre sur une genre de cracotte qui va pouvoir être donnée à l'enfant. Et enfin, à partir du stade croco, on peut découper notre petit Kéry aussi parce que l'enfant adore venir attraper les petites choses avec sa petite pince. Et donc là, ce sera super intéressant de venir. En plus, il devra tirer un petit peu si ça colle sur la tablette. Et à partir du stade vache, c'est un super exercice pour élever sa langue au palais et venir justement la mobiliser et avoir une belle mobilité de langue dans la bouche. Est-ce que vous avez des astuces pour aider les bébés à tenir les morceaux d'aliments, mais fermement? Parce que des fois, ça glisse quand même pas mal. Quels types d'aliments sont les plus adaptés peut-être pour commencer avec ça? Moi, je trouve que quand le bébé, du coup, commence à tenir assis tout seul et qu'il en est au stade où il attrape à plein de mains, avoir des aliments qui sont suffisamment gros pour sortir de la main et pouvoir être mangés de cette manière-là. Je pense par exemple à la banane qui est assez ferme. Ça pourrait être aussi des bâtonnets de carottes. Ensuite, quand il a davantage la capacité de pincer, comme le disait Marie,
Là, pour le coup, le kiri, ça peut être intéressant parce que ça va vraiment développer sa motricité fine. Ensuite, on peut avoir aussi des petites bouchées fondantes. Par exemple, on peut rajouter un petit peu d'œuf dans une purée que l'on va faire cuire pour avoir vraiment une texture qui se pince avec les mains. On peut aussi utiliser des gélifiants pour vraiment modifier en fait la texture même des fruits. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, rajouter du gélifiant. Comme ça, on a des petites choses qui se pincent avec les mains, mais qui peuvent être très fondantes en bouche. C'est ce qu'on fait aussi pour les personnes âgées, finalement, qui mangent en texture modifiée. Et ça marche aussi super bien avec les enfants. Et ça permet justement de pouvoir proposer des choses adaptées à la motricité et en même temps avoir vraiment des saveurs, une palette de saveurs assez diversifiée. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui me vient en tête là, c'est aussi quelque chose que nous on a fait avec le lait maternel par exemple, pour proposer des textures ou même des desserts un peu élaborés avec des morceaux de fruits, des choses comme ça, tout en conservant le lait maternel dans l'alimentation. Ça peut être une idée. Alors c'est vrai que vous parlez de motricité fine. Alors la motricité fine, Marie, qu'est-ce qu'on se peut se dire là-dessus ? Alors la motricité fine, elle va aussi être un guide dans la diversification de l'enfant. Et au début, l'enfant est pas très habile avec ses mains. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ça met longtemps à se développer parce que l'habilité de pouvoir utiliser les couverts de façon autonome, c'est 7-8 ans. Donc c'est un entraînement quotidien. Et se servir en fait de l'aliment va être une chouette idée pour développer la motricité fine de l'enfant. Encore une fois, il faut que je m'exerce pour avoir une jolie motricité fine. Au début, l'enfant, il attrape un peu en râteau. Donc le râteau, c'est quoi le râteau ? Eh bien, c'est la main qui va, les doigts longs de la main, vont venir agripper le morceau et on a le pouce qui vient pas en opposition aux autres doigts. Et c'est là où c'est important, comme disait Pauline, qu'il faut donner des gros morceaux qui sortent de la main parce que l'enfant n'a pas la capacité en fait d'utiliser sa main de façon dissociée avec une autonomie des doigts. Et aussi, il faut garder en tête, on parlait des textures, c'est que d'un côté, dans la bouche, il faut des textures fondantes, mais de l'autre côté, la main, l'enfant va pas gérer sa force. On a déjà vu l'enfant, si tu lui donnes un œuf, eh bien, l'enfant, il va attraper l'œuf et il va écraser l'œuf. Au fur et à mesure, il va comprendre que l'œuf, c'est fragile et il va pouvoir surtout adapter la force. Donc, au début, on va faire des morceaux qui vont permettre à l'enfant de pas être écrasé complètement, sinon c'est très frustrant d'avoir faim, d'avoir un morceau qui s'écrase et comme le bébé n'a pas la capacité de relâcher, il peut pas manger ce qu'il y a dans sa main. Et encore une fois, 9 mois ou le stade croco, c'est la même chose. Eh bien, c'est un tournant dans la vie de l'enfant puisque il va pouvoir utiliser l'appréhension fine, les 3 premiers doigts, comme disait Pauline. Du coup, on va pouvoir lui donner des petits morceaux et surtout, il va être beaucoup plus délicat dans sa prise. Donc, il va plus forcément écraser. Et à partir de 18 mois, l'enfant dissocie ses 2 mains. Ça veut dire que, par exemple, il peut tenir le kiri et l'ouvrir parce qu'il a 2 capacités différentes. Il ne fait pas la même chose avec ses mains. Oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là. En plus, moi qui l'ai vécu là récemment, au moment où on enregistre, il y a un petit quelque chose en plus, au-delà de la motricité. Moi, j'ai vécu un petit quelque chose de voir ma fille ouvrir le kiri toute seule pour la première fois, parce que moi-même, j'ouvrais mes kiri tout seul pour la première fois il y a quelques années, on va dire. et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très sympa qu'on peut retrouver avec ce type d'aliment. Et par rapport à la force aussi de l'enfant, pareil, un truc, quel enfant avec ce carré de kiri n'a jamais écrasé ce carré de kiri toujours emballé, je précise, Oui. pour avoir le plaisir de le voir sortir un peu dans n'importe quel sens comme ça et de le manger quand même. Et c'est vrai qu'on peut même aller plus loin dans certaines évolutions motrices. Je pense même avec ce fameux carré de kiri qu'on peut étaler, faire du tartinage après vraiment dans le développement moteur et qu'on va pouvoir aussi utiliser plus tard le fameux sandwich au kiri qu'on a tous amené en pique-nique à la plage, etc. Et ça aide bien. Et dans les petites astuces aussi, moi que je voudrais transmettre pour les parents qui nous écoutent, parce qu'on a parlé de la banane, vous parliez justement du côté mou, côté dur. Est-ce qu'on peut se dire que on peut laisser la peau sur une partie de la banane justement? Moi, c'est un truc que j'avais fait avec Sarah, avec ma grande, où je coupais une demi-banane. Et sur cette même demi-banane, en fait, je laissais la peau sur encore la moitié. Et comme ça, en fait, elle avait un côté où elle pouvait mâcher sa banane comme elle voulait. Et de l'autre côté, ça glissait pas, en fait, et elle risquait pas de l'écraser. Et en plus, la banane, ça glisse vachement. Il y a d'autres fruits comme ça. Des petites astuces comme ça aussi, peut-être avec d'autres fruits? Ouais, ça peut être intéressant. Après, tout ce qui va être pêche, brugnon, tous ces fruits finalement qui sont assez glissants en main, on peut effectivement laisser la peau. Et même si l'enfant... On peut laisser la peau des pêches, même si elle se colle sur le palais ou un truc comme ça? Alors, la peau des pêches, en fait, on va juste surveiller l'enfant pendant qu'il est en train de la manger. Okay. C'est juste que laisser la peau, ça va permettre à l'enfant de mieux saisir l'aliment. Et après, tout simplement surveiller au moment où il arrive à la peau et on peut lui enlever la peau, effectivement, pour pas que ça se colle au palais. Mais moi, je trouve que ça dépend vraiment, en fait, du stade, comme disait Marie, du stade auquel est l'enfant et de
toute manière, un enfant qui mange, on reste quand même sous surveillance. Oui. On lui dépose pas son assiette de morceaux de pêche avec la peau et aller ranger la cuisine. On est quand même en train d'observer ses réactions pour pouvoir si besoin l'assister dans ces moments-là. C'est vrai, vous avez tellement de raisons de le préciser. C'est aussi un moment de partage. On parlait de relation tout à l'heure dans l'épisode. C'est aussi un moment de relation. Moi, personnellement, ça a aussi un moment. Je parlais de confiance. Ça a été un moment où j'ai vraiment appris à faire confiance parce que on en parlera peut-être. Il y a des gags, il y a des choses qui peuvent faire un peu peur. Et en fait, du coup, on voit notre enfant qui arrive tout seul ou toute seule à se sortir de ça. Et ça augmente la confiance entre le parent et l'enfant. C'est important. Alors, j'ai parlé rapidement tout à l'heure d'allaitement avec faire des textures, des trucs comme ça. Mais comment est-ce qu'on peut efficacement intégrer la diversification alimentaire tout en continuant l'allaitement ou même les biberons peut-être? Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Après, ça va être plus choisir à quel moment finalement peut-être on va proposer l'un et l'autre. Il y aura des moments où bébé aura peut-être plus besoin de réconfort. Sur l'allaitement ou même le biberon, il y a vraiment ce moment privilégié avec le parent, moment de partage, mais un peu plus cocooning. Donc peut-être que sur des moments où même si c'est l'heure du repas et que l'enfant est plutôt fatigué, on va aller privilégier justement une prise alimentaire liquide. Et sur des moments où il va être plus éveillé, là, lui proposer du coup des aliments qui vont lui permettre d'être à la fois découverte, qui vont éveiller sa sensorialité, mais sur des moments en fait où lui est disponible. Donc ce sera peut-être pas au début sur des moments classiques d'horaire de repas, mais plus au moment de la journée où finalement on sait que notre enfant est plus éveillé et plus vigilant et plus peut-être dans cette dynamique de découverte. Donc là, on va plus s'adapter au rythme de l'enfant pour voir quel sera le moment le plus propice pour lui. Par rapport à cette question, je reviens au stade de développement. C'est-à-dire que j'ai pu évoquer le fait que l'enfant était mature dans sa mastication et dans sa préhension plutôt vers 12 mois, ce qui veut dire que ça lui coûte de l'énergie. Donc, la diversification, c'est s'entraîner, c'est découvrir, et c'est pas forcément être nourri que de ça. Et comme le disait Pauline, quand un enfant est fatigué, eh bien, il y a besoin de donner du liquide ou de changer la texture ou de lui amener l'aliment à la bouche parce que sinon, ça lui coûtera trop d'énergie et de l'énergie qu'il n'a pas à mettre parce qu'il est en train d'apprendre. Quand je suis en train d'apprendre à écrire, eh ben, je ne peux pas écrire une dissertation de 15 pages. Je peux écrire des petits mots. Quand je suis en train d'apprendre à faire du vélo, je ne peux pas faire le Tour de France. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'il est en apprentissage et donc que forcément, en fonction de comment il est, le lait reste l'aliment qui va être principal pour l'enfant et la diversification, une alimentation qui va venir lui faire découvrir plein de choses et l'aider à se développer. Comme beaucoup de sujets en parentalité, sur la diversification, on peut trouver des positions qui peuvent être parfois dogmatiques. Quels conseils vous donneriez aux parents, aux personnes qui nous écoutent pour naviguer parmi les diverses opinions qu'on peut entendre un peu partout, y compris sur les réseaux sociaux? Alors moi, je pense que déjà, à partir du moment où quelqu'un dit « il ne faut pas faire ça », c'est pas bon. Il faut pas... C'est-à-dire que hormis brûler son enfant. Oui, hormis brûler son enfant. Mais quand j'entends « il faut pas donner à la main à l'enfant » ou « il faut pas donner de purée en DME », par exemple, ce sont des injonctions qui n'ont aucun fondement scientifique et qui vont stresser les parents. Pour l'anecdote, j'ai eu un enfant qui était nourri en DME avec des dogmes que malheureusement on avait donnés aux parents et qui ne mangeait pas de purée parce que c'était une texture qu'il n'avait pas appris à découvrir. Toutes les textures sont intéressantes. Et donc, apprendre à la découvrir, c'est apprendre le cerveau à accepter certaines textures et toutes les textures sont intéressantes dans le développement. Moi, personnellement, je trouve que aujourd'hui, le problème, justement, c'est que les parents sont parfois perdus parce qu'on entend trop de choses avec Internet, avec les réseaux sociaux. Et je rejoins ce que dit Marie. Pour moi, les personnes qui font preuve déjà de rigidité dans leurs conseils, pour moi, c'est à fuir. Parce que justement, et je pense que c'est vraiment ce qu'on apprend en tant que parent, c'est qu'il faut apprendre à être flexible, à s'adapter aux situations. Comme le disait Marie, à se laisser guider vraiment par les capacités de son enfant. Et l'expert de l'enfant, ça reste quand même le parent. C'est lui qui vit avec au quotidien. Et il faut faire confiance à son enfant pour nous guider justement dans cette démarche. Si on a peur, parce que ce qui peut être normal en tant que parent, de se faire aider par des professionnels qui seront spécialisés en fait dans ce domaine. C'est vrai que je trouve que pour le coup, les travaux à la fois des ergothérapeutes et des diététiciens sont très complémentaires sur l'accompagnement qu'on peut proposer. Les orthophonistes aussi peuvent y participer. Donc je pense que c'est simplement, si on a des doutes en tant que parent, ce qui est totalement normal, il faut simplement aller se renseigner auprès de sources fiables parce que on n'a pas tous
toutes les compétences en fait pour analyser les informations que l'on reçoit. Quand on n'a pas les compétences, on va aller les chercher auprès de quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner aux parents aujourd'hui. Quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, mais pas forcément qui a un compte Instagram qui parle de ça. Alors, il y a des gens comme Marie qui ont des comptes Instagram qui sont passionnants, ils sont d'enseignement. Mais effectivement, pour moi, je trouve que c'est important que la personne ait vraiment des diplômes, en fait, des diplômes reconnus dans son domaine. Parce qu'aujourd'hui, moi, je le vois même dans le domaine de la nutrition, on a des personnes, vous, demain, vous faites une formation de 3 jours en nutrition, vous pouvez vous dire nutritionniste, alors que vous aurez peut-être pas les compétences d'aller accompagner des enfants sur la diversification alimentaire, même si vous avez votre expérience de parent. Donc, je pense que ce qu'il faut se méfier, c'est les personnes qui vont dire, moi, j'ai fait ça, donc ça va marcher pour votre enfant. Non. Non, tous les enfants follower n'est pas un diplôme. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est important de le souligner parce que vous parliez de sources fiables, en effet, et merci de le dire comme ça, Marie. C'est qu'en effet, le nombre de followers ne garantit pas forcément. C'est ça. Parce que Marie a beaucoup de followers, mais elle est aussi compétente. Mais ne garantit pas forcément, en effet, le gage de sources fiables. Tout à fait. Et par rapport à ce que vous disiez, Marie, sur les textures, etc., moi, je voudrais aussi revenir sur mon cas personnel, c'est que nous, on a fait la DME d'une façon peut-être un petit peu trop rigide. Et on a eu en effet des difficultés avec notre enfant, avec ma grande, sur les textures comme le yaourt, par exemple. Voilà, c'est vraiment des textures qu'elle a un peu fui. Parce que au moment où on s'y est intéressé, on se disait, mais non, pour l'instant, c'est les morceaux, machin et tout. Et voilà, donc vraiment, ce que j'apprécie dans votre message, c'est ce côté relation qui est au cœur du message, en fait. Au-delà des diversifications, c'est la relation avec l'enfant et le fait que on s'observe, on se fait confiance. Et ma foi, si on sort un petit peu, ne nous laissons pas guider par des dogmes, mais surtout par ce qu'on est en train de vivre en ce moment ensemble. Et ça, c'est un vrai grand message, je pense, à passer aux parents. Si on revient sur un côté un petit peu plus pratico-pratique, pragmatique, il y a ce sujet des allergies. Alors, comment est-ce que les parents peuvent identifier et gérer les éventuelles réactions allergiques ou intolérances alimentaires lors de la diversification? Il y a une grande peur sur les allergènes et donc on va avoir peur de les introduire. Il faut se rappeler que tous les aliments sont potentiellement allergènes. Mais il y a des allergènes qui vont être prioritaires et qu'on va introduire en étant un peu plus attentif. Quand on parle allergie, des fois, on s'imagine le Dame de Quick et que notre enfant est en péril, mais c'est pas ça une allergie, c'est pas que ça non plus. C'est qu'on va identifier les petits désordres digestifs ou la peau, comment il va réagir. C'est pour ça qu'on recommande d'introduire plutôt le midi pour pouvoir avoir une observation de l'enfant sur l'après-midi. Mais gardez en tête que s'il n'y a pas de terrain atopique dans la famille, il n'y a pas nécessité d'être trop stressé sur l'introduction des allergènes. Ce que dit Marie me fait penser à ce que moi j'ai vécu en tant que parent avec ma fille qui a maintenant 2 ans et demi. Au moment de la diversification alimentaire, elle a commencé à se couvrir de boutons dans le dos, de petits boutons rouges. Et en fait, on n'arrivait pas à comprendre est-ce que c'était par exemple le lait, est-ce que c'était la banane. Et on a commencé en fait à enlever certains aliments de son alimentation pour voir à quoi elle réagissait. On s'est rendu compte, par exemple, que c'était la banane, mais qu'il y avait un certain seuil de tolérance. Si elle mangeait 3 bananes dans la semaine, elle n'avait pas de boutons. Si elle mangeait des bananes tous les jours, effectivement, elle se couvrait de boutons. Donc, c'est vrai que d'observer finalement les réactions de l'enfant, ça peut permettre justement d'identifier s'il y a réaction ou pas. Après, on parle d'allergies, mais souvent, en fait, c'est pas des allergies à proprement parler, dans le sens où ça va pas déclencher de réaction du système immunitaire, mais ça va être une sensibilité. Il y a des enfants qui vont avoir des sensibilités à certains aliments, où il va y avoir, par exemple, des troubles digestifs. Alors, il y a certains aliments plus connus, par exemple, si je prends le melon, qui peut accélérer le transit, mais tous les enfants, je trouve, vont quand même avoir une tolérance individuelle au niveau de ces sensibilités. Donc, ça va vraiment être l'observation de l'évolution. Donc, quand on introduit un nouvel aliment, effectivement, on va peut-être porter une attention en sachant que même si les enfants ont une digestion plus rapide que la nôtre, un aliment qu'on mange aujourd'hui, il peut impacter notre transit pendant 48 heures. Donc, ça vaut quand même le coup d'observer et c'est parfois ce qui rend aussi difficile l'identification de l'aliment en question. Est-ce que c'est ce qu'il a mangé au dernier repas ou est-ce que c'est ce qu'il a mangé la veille au soir ou est-ce que c'est peut-être l'accumulation de plusieurs aliments pour lesquels il a une petite sensibilité qui, au final, a créé la réaction. Est-ce que ça vaut le coup de se former ou de passer un brevet de secourisme sur les premiers gestes quand même vis-à-vis des bébés, des enfants? Alors, je dirais qu'on devrait tous être formés sur les premiers gestes pour pouvoir tous réagir s'il arrive quelque chose. Et peut-être que ça se fait moins anxiogène en tant que parent, notamment je reviens sur la fausse route ou l'étouffement. Ou le gag réflexe. Ou le gag réflexe, c'est-à-dire que le gag réflexe ou nauséeux en français, sachant qu'il y en a 7, mais ça ferait l'épisode d'un autre podcast, je pense. Il y a 7 nauséeux.
Et le nauséeux de timing, celui où on a l'impression que l'enfant s'étouffe, c'est un nauséeux qui protège les voies aériennes. Et c'est pas un étouffement. Et en tant que parent, on peut le prendre pour un étouffement et vouloir interagir alors que l'enfant est juste en train de se désencombrer lui-même avec les réflexes innés qui lui permettent de survivre. Ça peut être un petit peu impressionnant. Moi, je l'ai vécu dès le premier repas de ma fille en diversification alimentaire menée par l'enfant. Je vous invite à chercher Gag Réflexe sur Internet. Il y a aussi une vidéo sur mon compte Instagram de ma propre fille. Vous verrez que c'est impressionnant, mais qu'en fait, c'est tout à fait normal et qu'on peut même encourager l'enfant à cet endroit-là. Et pour montrer à quel point c'est important, en effet, de connaître les gestes, nous, on s'était formé avec ma compagne là-dessus. Et en fait, ça m'a sécurisé sur le fait que, dans le pire des cas, même si mon enfant s'étouffait, je savais quoi faire et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc j'imagine que même pour les allergies, ça doit aussi se dire, ok, si dans le pire des cas, je vois une réaction allergique, eh ben, je saurais quoi faire et ça peut vraiment nous sécuriser. Ouais. Moi, je pense qu'en tant que parent, c'est important de pouvoir se préparer justement à ces situations où si une situation qui nous est inconnue arrive, si on a été formé justement aux gestes de premier secours, je pense qu'on l'abordera de manière beaucoup plus sereine que si on est en train de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe, que fait-on surtout quand c'est notre premier enfant et que pour le coup, on n'a peut-être jamais été confronté à ce genre de situation. Donc aussi, ce qu'on peut rappeler aux parents, c'est que le médecin peut les sensibiliser à la reconnaissance des signes en cas d'allergie ou en cas d'intolérance. Donc ça va être par exemple une toux pendant le repas, un changement même de voix ou de cri après le repas. Ça peut être les éruptions cutanées, des modifications au niveau du rythme, de la fréquence des selles ou de la texture de leurs selles. Donc ne pas hésiter à demander au médecin aussi quels sont les signes que je peux observer chez mon enfant en cas d'allergie et quelle est la marche à suivre si je reconnais tel signe. Est-ce que j'appelle tout de suite le SAMU ou est-ce qu'au contraire, je me laisse un petit temps d'observation et je reviens même vers le médecin traitant ou le pédiatre qui accompagne mon enfant. Ouais, ça c'est hyper important, merci. Important d'observer, pour éviter de paniquer aussi. C'est ça. Alors on parlait d'encourager tout à l'heure. Quelle importance accordez-vous à encourager l'enfant à explorer différents goûts et textures? Comment est-ce que ça peut influencer ses habitudes alimentaires futures? Donc, plus on va encourager l'enfant à découvrir des saveurs et des textures pendant ses 1000 premiers jours de vie, plus ça va favoriser l'acceptation, notamment pendant la phase de néophobie alimentaire, qui est une phase où l'enfant va avoir tendance à justement rejeter certains aliments. Et moi, ce que j'observe dans les enfants que j'accompagne, c'est que même des enfants qui finalement avaient peut-être un panel de préférences plutôt limité, moi j'encourage les enfants en fait à avoir comme un petit tableau où ils vont avoir, il y a le bonhomme qui sourit, le bonhomme qui est neutre et le bonhomme qui est vraiment pas content, et de pouvoir en fait noter aussi les évolutions de leurs enfants. Et ce qu'on se rend compte, c'est que même des enfants qui étaient assez sélectifs sur certains aliments, en fait, si on met à jour ce tableau tous les 6 mois, on se rend compte qu'il y a une réelle évolution et que parfois, peut-être aussi, un aliment ne sera pas aimé d'une certaine texture. Par exemple, je pense à la carotte. Il y a des enfants qui n'aimeront que la carotte crue et pas la carotte cuite. Le poireau, qui est assez particulier aussi, qui se mangera peut-être plus facilement dans une fondue de poireau que en crudité. Il faut vraiment aussi que le parent puisse voir l'évolution et peut-être ne se limite pas à ses préférences à lui. Par exemple, moi, je n'aime pas le fenouil, mais mes enfants ont mangé du fenouil quand ils étaient petits. Et sur mes 3 enfants, 2 adorent le fenouil. Et c'est vrai que parfois, les parents ont tendance à proposer les aliments que eux ont l'habitude de manger. Sauf que si on a un parent qui ne mange pas du tout, par exemple, de fruits et de légumes, parfois, l'enfant va être plus résistant, tout simplement parce qu'il n'a pas eu non plus l'exemple du parent et qu'il n'aura pas été exposé finalement à cet aliment-là. Alors pour la petite histoire, c'est aussi l'occasion, la diversification, en tout cas ça l'a été pour nous, de revisiter sa propre alimentation. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais mangé aussi sainement que quand on a fait la diversification de Sarah, quoi. C'était assez fou. Ouais. On mangeait de la patate douce, cuite à la vapeur, etc. Ensuite avec des petites épices. Enfin voilà, c'était assez impressionnant et c'est l'occasion aussi en effet de redécouvrir des choses. Et puis nos enfants aussi, ils nous ouvrent quand même à des associations improbables, quoi. Par exemple, Sarah l'autre jour, elle m'a fait une association Kiri-fraise. Alors, mais ça doit être bon. Alors moi, je mets un point d'honneur quand je lui demande de goûter tout. Quand elle fait un truc comme ça, je goûte forcément. Kiri fraise, ça marche. Voilà, ouais. Sachez-le, ça peut marcher. Et on peut même aller gratter un peu la fraise pour fourrer le kiri dedans. Ouais, voilà, c'était l'astuce de ma fille, Sarah. Marie, par rapport au fait d'encourager les enfants et comment est-ce que ça influence les habitudes alimentaires futures, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ce qui est important dans le développement de l'enfant et pour toute chose, c'est les connexions au niveau neuronal. C'est-à-dire que plus on va utiliser une connexion, plus elle va être ancrée et plus elle va rester. Moins on va utiliser cette connexion et plus elle va disparaître et on va la perdre.
Et ben dans l'alimentation, c'est pareil. C'est-à-dire que plus je vais proposer à l'enfant des textures différentes, vous parliez justement du yaourt qui n'était pas donné à votre fille et du coup, elle avait un peu plus de mal. Mais c'est parce qu'en fait, elle n'a pas créé cette connexion avec cette texture-là. Donc du coup, cette connexion, elle s'est déliée. Donc il est très important en fait de leur proposer un maximum de choses pour qu'ils écrivent leur répertoire sensoriel alimentaire. Et Pauline disait quelque chose de très intéressant, c'est que le goût change tout au long de la vie. C'est-à-dire que aujourd'hui, en tant qu'adulte, il y a des choses que j'apprécie, mais que je n'appréciais pas peut-être il y a 15 ans auparavant. Et l'enfant, c'est à peu près pareil. Il va développer des goûts en fonction de son âge de développement, en fonction de ce qu'il va rencontrer. Et c'est important pour le coup que nous, on l'aide à avoir un maximum de choses dans son répertoire sensoriel alimentaire pour, dans ces phases un peu down comme la néophobie alimentaire, qu'il puisse aller piocher dans ce répertoire sensoriel alimentaire qui existe déjà des choses. C'est-à-dire que plus le répertoire sensoriel alimentaire est vide, plus ça va être compliqué de me raccrocher. Par exemple, une sauterelle grillée, ça pourrait me faire penser à un curly en termes de texture. Donc en fait, je vais aller raccrocher des aliments les uns aux autres pour me rassurer et me permettre de les mettre en bouche. Et ça, c'est grâce à l'exposition précoce et multiple des aliments. Merci beaucoup. Alors, quelles ressources ou outils est-ce que vous recommanderiez aux parents pour les aider dans le processus de diversification alimentaire ? Alors moi, j'ai beaucoup aimé le livre de Marie, justement, Mes premiers repas. Parce que justement, je trouve que c'est très vulgarisé et c'est très accessible. Elle image beaucoup ses propos et du coup, ça permet de, en tout cas moi qui suis quelqu'un de visuel, de mieux visualiser et de me projeter. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Après, j'ai une de mes collègues diététiciennes qui a lancé un site internet qui s'appelle La cuisine des petits, où il y a plein de recettes justement pour les enfants et qui sont adaptées aussi à des enfants qui auraient troubles alimentaires. Donc ça peut permettre justement de trouver aussi des réponses parce qu'il y a aussi des articles en fait sur ce site. Et après il y a également le site Cuisiner pour bébés où il y a plein de recettes justement qui sont aussi adaptées en fonction du stade de développement de l'enfant, qui sont aussi adaptées à la diversification menée par l'enfant, donc qui permettent un petit peu de diversifier les sources. Et j'avais bien aimé aussi le livre de Safia Barra, La diversification menée par l'enfant, qui est une diététicienne. C'est un livre qui est assez rapide à lire, où il y a vraiment, qui est assez efficace en fait dans les conseils qu'il donne, qui a été illustré aussi, donc qui permet vraiment de, je trouve en tant que parent, d'avoir une idée assez précise de ce qu'est la diversification menée par l'enfant et de comment l'initier. Alors, moi, je vais leur dire qu'ils ont leurs propres ressources aussi à l'intérieur d'eux et qu'en regardant aussi l'enfant, ils vont pouvoir adapter les choses. Parce que sur Internet, on trouve plein de choses, on l'a dit, des choses qui peuvent nous angoisser, qui peuvent nous rassurer. Donc, ça doit être peut-être difficile en tant que parent 2.0 aussi d'aller chercher les bonnes ressources. Toutes les ressources qu'a évoquées Pauline, moi, je les trouve super aussi. Et dans le grand guide de la DME que j'avais écrit aussi, l'idée, c'était de ne pas donner d'injonction, mais leur donner une image justement avec les animaux pour qu'ils puissent se dire comment je vais faire, comment je vais pouvoir les donner en fait à mon enfant en essayant d'être le plus zen possible sur ce moment qui doit être avant tout, et je crois qu'on l'a bien dit dans le podcast, avant tout un moment de plaisir et de partage avec leur enfant. Merci beaucoup pour ces recommandations. Alors pour finir, ce que je vous propose, c'est une petite idée recette rapide avec Kiri. Alors, dans les idées recettes pratiques avec Kiri, finalement, en fait, j'en ai 2. Okay. Parce qu'on en discutait avec Marie et on se disait que justement, ça pouvait être intéressant de faire le lien avec les différents stades dont elle a parlé. Donc, une recette qui peut être super pour l'été. En fait, on va mixer du concombre avec du Kiri et de la menthe. Alors, simplement, on va le passer au chinois pour que ce soit vraiment une préparation lisse. On pourra le congeler pour faire de la glace. Et donc ça pourra du coup être adapté. Dès le stade serpent, voilà. On peut le donner, comme on dit, tamisé pour le stade serpent. Et même au stade serpent, la glace, ça matche très bien et ça va aider la petite langue à avoir de la mobilité pour venir chercher en fait sa glace. Et puis en plus, c'est rafraîchissant, quoi. Voilà, ouais. C'est ça. Et donc là, en plus, on est encore dans des températures adaptées pour utiliser cette recette. Et une recette, moi, qui fonctionne très bien à la maison, c'est de faire une purée. Alors, on peut la faire avec n'importe quoi. Moi, je la fais souvent avec la carotte. On va y rajouter du Kiri,
de l'œuf. On peut rajouter des petites épices. Et en fait, on va le faire cuire. Ça va faire des petits muffins. Donc, dans les premiers stades, on va faire vraiment des petits muffins à la carotte avec le kiri intégré dans la préparation. Et après, on peut faire des doubles textures en mettant le kiri entier au milieu et avec le muffin de carotte tout autour. Ah bah oui, carrément. Ça fait un truc vachement gourmand en plus, quoi. C'est ça. Merci beaucoup pour cet échange. Merci pour les parents qui nous écoutent. Merci de les accompagner. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.